Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement si ce n'est déjà fait, tout cela est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 14 septembre 2024, première partie. Donc lundi qui vient, comme d'habitude, il y aura la deuxième partie à ne pas manquer. Alors là, exceptionnellement, ce point sur l'Ukraine est tellement gros, tellement énorme, tellement intéressant même, j'ai envie de vous dire, qu'il n'y aura pas de conclusion. La conclusion sera dans la deuxième partie, parce que sinon, ce point sur l'Ukraine aurait duré plus de 2 heures, largement même, peut-être 2 heures et demie. Donc ce n'était pas possible, donc la deuxième partie sera elle aussi fort longue, je le pense. Donc pour des raisons de temps, il n'y aura pas de conclusion et la conclusion sera dans la deuxième partie. Donc là, il y aura, comme d'habitude, la petite introduction. Comme d'habitude aussi, il y aura les informations générales et la carte militaire. Quand même, la carte militaire, un incontournable. Mais il n'y aura pas la conclusion. Encore une fois, elle sera dans la deuxième partie. Donc ne manquez pas la deuxième partie où vous allez voir énormément d'articles, tous aussi intéressants les uns que les autres, lundi qui vient. Voilà. Alors là, dans ce point sur l'Ukraine, première partie, donc les trois principales informations, c'est Zelensky qui veut la paix en automne, hein, un maximum, il voudrait la paix en automne avec la Russie. Alors on va voir que ce n'est pas la paix qu'on pourrait penser. Lui, il veut la paix par la guerre, c'est-à-dire en fait battre la Russie pour pouvoir faire la paix ensuite. Ou tout du moins, si ce n'est battre la Russie, tout du moins la mettre en position de faiblesse telle que la Russie serait obligée de négocier. Évidemment, selon les termes de Zelensky, hein. Bon, vous connaissez toujours ce que demande Zelensky. Mais apparemment, il aurait allégé là pour ce nouveau plan de paix il appelle ça plan de victoire. Ce plan de paix s'appelle plan de victoire. Apparemment, il aurait allégé un petit peu ses demandes. Ça voudrait dire qu'il y aurait des parties du Donbass qui pourraient céder. Et la Crimée. Alors tout ça, c'est de la spéculation, mais c'est ce que disent les connaisseurs. Voilà, donc il allégerait un petit peu. Encore une fois, c'est que de la spéculation, hein. Mais on va regarder tout cela avec plein d'articles. Donc nous avons cela, nous avons aussi en deuxième gros titre le fait que les États-Unis auraient peut-être des velléités de donner des missiles à longue portée à l'Ukraine tout en leur autorisant à frapper en profondeur en Russie. On a cela. Il n'y a qu'un petit problème, c'est que Biden s'est depuis toujours refusé à faire cela. Lloyd Austin, l'équivalent du ministre de la Défense, s'est toujours refusé à faire cela. Et le Pentagone aussi, comme je vous l'ai montré la semaine dernière avec son porte-parole Pat Ryder, qui a dit non, on ne change pas de politique, pas de missiles longue portée pour les Ukrainiens. Et là, on voit que dernièrement, il y a Anthony Blinken qui va voir Zelensky, et il n'est pas tout seul d'ailleurs. Et là, lui, Anthony Blinken, il laisse entendre que les États-Unis donneraient cet aval, donc de frappe en profondeur en Russie, et que les États-Unis, bien sûr, donneraient les missiles. Alors maintenant, évidemment, il n'est pas catégorique quand il dit ça, mais c'est extrêmement inquiétant. Alors le problème, c'est que après ces déclarations fracassantes qui vont à l'encontre de la doctrine des États-Unis depuis le début de la guerre, qui vont à l'encontre de Biden, de Lloyd Austin, du Pentagone, là Anthony Blinken, il est tout seul côté États-Unis. Par contre, on a Keir Starmer, donc le nouveau Premier ministre anglais, lui il est à fond, à fond. Mais les Anglais, ils sont toujours à fond pour aider l'Ukraine. Depuis toujours, toujours. Ils sont à fond, les Anglais.
En gros, les personnes les plus raisonnables, ça a toujours été les Américains hein, là-dedans. Souvenez-vous de Macron qui voulait envoyer des forces sur place françaises. Souvenez-vous, et il était très esseulé juste après cette déclaration en Europe. Donc vous voyez, la voie de la raison, ça a toujours été les États-Unis au final. Et donc on a ça, mais le problème c'est que juste après ces déclarations extrêmement hardies de Blinken, on a Vladimir Poutine qui intervient à la télévision russe et qui dit, ben si vous faites ça, nous on est en guerre contre vous. Voilà. Alors il précise, les États-Unis tireraient autant. Bref, en gros, celui qui tirera sur la Russie. Alors ça ne peut être que trois pays, c'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre ou la France. Voilà, ça peut être que ces trois pays-là. La France, j'y crois pas trop, plus probablement l'Angleterre, un peu moins probablement les États-Unis. L'Angleterre, eux, ils sont pour à fond. Voilà, et Vladimir Poutine a bien précisé que, et là il l'a dit devant les caméras, il a dit, bah oui, comme les lanceurs de missiles eh bien, doivent avoir des coordonnées que seuls les États-Unis, l'Angleterre ou la France peuvent fournir, et seuls des techniciens spécialisés américains, anglais ou français en sont capables. Donc il a bien dit cela. Et au niveau des procédures administratives de la défense, c'est comme ça de toute manière. Donc ça ne peut être que l'OTAN qui tire sur la Russie, et non pas l'Ukraine. Donc bah, ce sera la guerre. Mais la vraie cette fois, la vraie guerre. Donc il a prévenu de manière solennelle devant les caméras, et là il n'y a pas eu de circonvolution, de paroles, non, non, il a été très clair, très direct et très précis. Voilà. N'oublions pas les paroles d'Olaf Scholz d'ailleurs qui disait que de toute manière, quand les Anglais avaient disputé l'Allemagne qui voulait pas donner de missiles Taurus, Olaf Scholz, il était tellement en colère que devant les caméras du monde entier, il a dit, bon écoutez, vous savez que de toute manière, les lanceurs de missiles britanniques bah, sont lancés par des techniciens britanniques, et les lanceurs de missiles français ainsi que les obusiers français sont faits par des techniciens français. Je rappelle comme ça, hein. Donc si moi j'envoie pas de Taurus à l'Ukraine, c'est parce que les Taurus sont obligatoirement utilisés par des techniciens allemands. Et le fait d'autoriser le tir d'un missile Taurus, ça veut dire que c'est moi qui dois donner l'autorisation de tirer un missile Taurus, l'Allemagne. Et donc, c'est pour ça qu'il était très en colère. Il avait dit, bah, c'est pour ça que je donne pas de missiles Taurus. Parce que si je donne des missiles Taurus et que les Ukrainiens bah, tirent avec, bah, c'est la guerre avec l'Allemagne. La Russie peut déclarer la guerre à l'Allemagne. Donc Scholz n'avait pas tout à fait tort quand il avait fait ces révélations où il était très en colère. Parce que tout le monde lui était tombé dessus. Hein. En Europe, principalement les Britanniques et la France, hein, pour être très exact. Bref, vous voyez, donc c'est très intéressant. Mais bon, évidemment, on va voir infiniment plus de détails entourant cette affaire qui est très très intéressante parce qu'en fait, il y a des petits rebondissements intéressants côté américain. Vous allez voir ça, c'est croustillant. Et dernier titre principal, on a la Pologne qui vient d'être pris la main dans le sac à dévoiler un énorme mensonge concernant la légion ukrainienne en Pologne. Donc je laisse le suspense, vous regarderez les articles, vous allez voir. C'est assez comique en réalité parce que en gros, la Pologne vient de dévoiler que en réalité l'Occident fait une propagande mensongère sur la réalité du terrain concernant l'Ukraine qui est absolument colossale, sauf que là elle a été prise la main dans le sac par des journaux polonais. C'est bête, hein, c'est ballot.
Donc là, la Pologne, à son, quoi, pas à son insu, mais par accident, vient de dévoiler l'énorme propagande occidentale quant aux réalités du terrain en Ukraine. Vous voyez, ça va être très intéressant. Et bien entendu, point sur l'Ukraine, première partie, donc obligatoirement, vous aurez aussi en même temps le point sur ce qui se passe sur le terrain en réalité, sur le front, et vous allez voir tout ce que je vous avais dit les semaines précédentes sont confirmés, archi confirmés, et là, avec des témoignages d'Ukrainiens, commandants ukrainiens, etc., pléthore d'articles très intéressants qui confirment absolument tout. Mais bon, vous allez voir ça, c'est à ne pas manquer. Voilà, j'arrête là pour éviter d'être trop long. Je vous ai dit que cette vidéo déjà allait être un peu trop longue. Je m'arrête là et commençons. On va commencer par un journal espagnol qui nous dit Zelensky compte tout sur la pression internationale pour mettre fin à la guerre cet automne. Conscient de l'absence de bonnes perspectives sur le front et confronté au risque d'un déclin de l'aide militaire de certains alliés clés, le président ukrainien Volodymyr Zelensky travaille sur une feuille de route unilatérale qui aspire à mettre fin à la guerre cet automne et compte tout sur la pression internationale sur la Russie pour parvenir à la paix et à des conditions acceptables pour Kiev. À travers de petites pastilles d'informations que journalistes et analystes tentent d'assembler comme s'il s'agissait d'un puzzle, le président ukrainien a détaillé un agenda qui, pour l'instant, trouve son élément le plus solide dans le soi-disant plan de victoire proposé par Zelensky, à commencer à partager avec son partenaire clé, les États-Unis. J'ai construit ce plan en partant du principe qu'il peut devenir une réalité grâce à nos partenaires et non grâce à la volonté ou au manque de volonté de la Fédération de Russie, a déclaré le président ukrainien dans une interview la semaine dernière, quelques jours avant d'affirmer que la guerre pourrait prendre fin cet automne si les alliés de l'Ukraine faisaient suffisamment pression sur le Kremlin en offrant un soutien supplémentaire à Kiev. La logique est imparable. Faisons encore plus la guerre, soyons encore plus agressifs et nous apporterons la paix ainsi. La logique de Zelensky. Comme l'a révélé son discours à la nation ce dimanche, Zelensky a révélé certains détails du plan de victoire à la délégation de membres du Congrès américain qu'il a rencontré ce week-end lors d'un forum économique auquel il a participé en Italie. Volodymyr Zelensky a évoqué pour la première fois ce plan de victoire le 27 août, lorsqu'il a expliqué qu'il envisageait de présenter ce document à l'actuel président des États-Unis Joe Biden et aux candidats républicains et démocrates pour le remplacer, Donald Trump et Kamala Harris, aux élections de novembre. Kursk comme élément clé. Comme l'a expliqué alors le dirigeant de Kiev, son idée est de remettre le document aux 3 en septembre prochain. Alors, aux 3, c'est-à-dire à Biden, Trump et Kamala Harris. Le point principal de ce plan est de forcer la Russie à mettre fin à la guerre, a-t-il déclaré. L'un des principaux atouts pour y parvenir, a-t-il déclaré, sera le succès de l'opération ukrainienne dans la région russe de Kursk, où Kiev contrôle quelques 1300 km² chaque mois après le lancement de son offensive transfrontalière. Alors là, je pense que c'est un mois après, mais là, c'est une mauvaise traduction. Il semble que l'intention derrière l'opération de Kursk était de forcer Moscou à y envoyer des troupes depuis le Donbass, de renforcer le moral du pays et peut-être de forcer Poutine à déclarer à effet l'analyste ukrainien Volodymyr Dubovik. Mais cela ne semble pas fonctionner. Il ne semble pas que Poutine cède. Il semble qu'il soit prêt pour une longue guerre, souligne-t-il. Alors le point principal du plan de la victoire pour Zelensky, c'est l'offensive de Kursk, qui est une véritable catastrophe. Et c'est ça son point principal.
Alors, vous allez voir, il y a un article que l'on va voir tout de suite de CNN qui est très important et qui en dit très long sur l'état réel de l'armée ukrainienne et évidemment ce déni total de la réalité de Zelensky euh, en sachant les précédents points sur l'Ukraine que vous avez vus où je vous ai démontré avec plein d'articles l'état réel de Koursk et l'état réel de la ligne de front côté ukrainien qui est catastrophique partout et encore plus catastrophique pour l'offensive de Koursk, j'ai envie de vous dire. Euh, on peut se poser deux questions concernant Zelensky. Est-il en plein déni de la réalité, mais sincèrement? Donc en gros, une sorte de folie, de schizophrénie bien réelle. N'oublions pas que c'est un drogué notoire, principalement avec de la cocaïne, et ça c'est très peu caché d'ailleurs par son entourage. Ou alors est-ce un déni ordonné par Washington pour que la narration fantastique tienne le plus longtemps possible pour des raisons qu'on ignore, mais en tous les cas, est-ce ce qu'on lui a demandé donne la propagande maximaliste le plus longtemps possible, le temps qu'on se retourne, qu'on sache quoi faire comme narratif, quoi, qu'on sache quoi dire comme nouveau narratif, afin que les peuples occidentaux puissent avaler la pilule doucement. Voilà, tranquillement, sans trop les brusquer, ne pas leur annoncer une nouvelle terrible qui est que, en réalité, ça fait très longtemps que l'Ukraine a déjà perdu la guerre. Je ne sais pas, je pose la question. Et là, je vous montre un article de la BBC qui est extrêmement symbolique. Là, il titre «L'ordre mondial est menacé comme jamais depuis la guerre froide». Et en fait, pourquoi c'est extrêmement symbolique? C'est parce que là, on a une image qui représente là le chef du MI6 et là le chef de la CIA, qui pour la première fois de l'histoire se rencontrent. C'est la première fois qu'un chef du MI6 et de la CIA se rencontrent de manière publique et officielle. Et là, cela montre à quel point l'Occident est dos au mur, se sent vraiment menacé. Et là, le titre est tout à fait exact. L'ordre mondial, traduction l'hégémonie occidentale et même traduction plus précise, l'hégémonie américaine est menacée comme jamais depuis la guerre froide. En effet, donc là, la guerre en Ukraine, ça a fait un tel retour de bâton qu'en fait, là, c'est même plus un retour de bâton, c'est une destruction visible à, on va dire, court ou moyen terme de l'hégémonie américaine. Donc c'est extrêmement grave pour eux. Et là, que nous dit l'article? L'ordre mondial est menacé comme nous l'avons pas vu depuis la guerre froide, ont averti les chefs des services de renseignement étrangers britanniques et américains. Les chefs du MI6 et de la CIA ont également déclaré que les deux pays étaient unis pour résister à une Russie assertive, alors j'adore le mot, et à la guerre d'agression de Poutine en Ukraine. Quel déni de réalité, quelle hypocrisie et quelle inversion accusatoire. Et je dis bien inversion accusatoire. Cela a toujours été le MI6 et la CIA qui ont débuté la plupart des guerres après 1945. Bien sûr, surtout la CIA. En fait, le MI6 ne fait que suivre les ordres de la CIA, bien entendu. Et toutes les guerres, que ce soit la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la guerre d'Afghanistan, la guerre de Libye, de Syrie, d'Irak, du Soudan, les coups d'État, tout cela, ça a été créé par Washington. Toutes ces guerres ont été créées par Washington. Donc c'est eux qui mettent le chaos
eux, l'Angleterre et les États-Unis représentent un pur axe du mal, le vrai, le véritable, pour ne pas dire l'axe satanique, et eux veulent le chaos car ils ont besoin de ce chaos. Hein, cela permet d'alimenter le complexe militaro-industriel américain et de toujours donner une hégémonie mondiale à l'Amérique. Et ils essayent de l'avoir sur tous les plans, médiatiques, militaires, économiques. Hein, ça, c'est évident. Donc là, on nous dit, dans l'éditorial du Financial Times, ils écrivent: il ne fait aucun doute que l'ordre mondial international, le système équilibré qui a conduit à une paix et à une stabilité relative et a apporté une amélioration du niveau de vie, des opportunités et de la prospérité, est menacé d'une manière que nous n'avons pas connue depuis la guerre froide. Ah, c'est... Le MI6 et la CIA nous ont apporté la paix, la stabilité, la prospérité. Ah bah oui. Alors ils nous l'ont apporté surtout depuis 2017, c'est-à-dire depuis l'enclenchement du Great Reset, initié par un des piliers de l'État profond, c'est-à-dire Klaus Schwab. Là, on voit que oui, les 30 glorieuses, eux, ils savent pas ce que c'est. Hein. Les 30 glorieuses sont passées. Faut leur expliquer que les 30 glorieuses, c'est fini. Et depuis que les 30 glorieuses sont finies, en gros depuis les années, depuis 1980 très exactement, eh bien le monde n'a cessé de régresser à tous les niveaux, à cause d'eux, et à cause de Washington bien sûr. Donc là, pour revenir à nos moutons quand même, l'Ukraine, là vous voyez, ils ont déclaré la guerre à la Russie en gros. Et ils feront tout pour cela. Alors évidemment, l'axe le plus puissant pour eux, c'est l'axe médiatique, vu qu'ils sont impuissants concernant l'axe militaire. Donc ils essayent de tout faire médiatiquement, économiquement pour asphyxier la Russie, pour que l'Europe coupe les ponts avec la Russie, et ils y sont parvenus en partie, hein, tout du moins au niveau culturel et économique. Donc tout cela, bien sûr, menace leur hégémonie, et là on peut dire qu'ils sont sur le pied de guerre pour essayer de retrouver cette hégémonie. Y arriveront-ils? J'en doute fort, puisque au final, c'est l'arroseur arrosé. Les sanctions contre la Russie, la guerre en Ukraine, n'a fait que rendre plus puissante la Russie, qui va récupérer des nouveaux territoires et qui va récupérer une souveraineté économique. Elle ne dépendra plus des autres pays pour telle ou telle chose. Donc tout est bon pour la Russie, et imaginez-vous quand la guerre sera finie et que la Russie n'aura plus à financer cette guerre. Imaginez-vous la puissance de la Russie. Donc vous comprenez leur panique à une fin de guerre, qui ne peut être qu'une fin de guerre victorieuse pour la Russie. Donc panique à bord concernant Washington. Là, on va voir un article de CNN du 8 septembre qui est très intéressant et qui ne fait que confirmer ce que je vous dis depuis 1 an et demi, 2 ans. Voilà, mais il n'y a que maintenant que les grands médias en parlent. Et imaginez-vous, CNN, ultra propagandiste ukrainien, ultra pro-démocrate, qui nous dit: l'armée ukrainienne, dépassée en nombre et en armes, est aux prises avec un moral bas et des désertions. Et vous allez voir, parce que là on va lire une bonne partie de l'article, ce qu'il y a dans l'article est bien entendu infiniment pire que ce que vous voyez dans le titre principal. On va voir ça ensemble. Encore une fois, ce que l'on va voir, c'est ce que je vous dis depuis environ 2 ans. Sauf que là, on a passé un cap tellement gigantesque quant à la réalité du terrain, c'est-à-dire en fait c'est tellement catastrophique, à un point tel qu'on ne peut plus le cacher par la propagande, la désinformation et le mensonge.
Ils ne peuvent plus, ils ont atteint le bout du mensonge et de la désinformation. Maintenant, c'est tellement évident qu'ils sont obligés de dire la vérité. Bref, regardons ça. En tant que commandant de bataillon, Dima était à la tête d'environ 800 hommes qui ont combattu dans certaines des batailles les plus féroces et les plus sanglantes de la guerre, la plus récente étant celle de Pakrovsk, la ville stratégique de l'Est qui est aujourd'hui sur le point de tomber aux mains de la Russie. Vous voyez, des gens commencent très fort, hein, avec des mots pour une fois honnêtes qui décrivent pour une fois encore aussi la réalité. Mais la plupart de ces soldats étant morts ou gravement blessés, Dima a décidé qu'il en avait assez. Il a démissionné et a accepté un autre emploi dans l'armée dans un bureau à Kiev. 2 ans et demi d'offensive russe ont décimé de nombreuses unités ukrainiennes. Les renforts sont rares et dispersés, laissant certains soldats épuisés et démoralisés. La situation est particulièrement désastreuse parmi les unités d'infanterie près de Pakrovsk et ailleurs sur la ligne de front orientale où l'Ukraine a du mal à arrêter l'avancée rampante de la Russie. CNN a parlé à 6 commandants et officiers qui combattent ou supervisent actuellement des unités dans la région. Tous les 6 ont déclaré que la désertion et l'insubordination sont devenus un problème répandu, en particulier parmi les soldats nouvellement recrutés. Vous voyez, tout se confirme. Et tout ce que je vous disais depuis, encore une fois, je le répète, hein, 1 an et demi, 2 ans, là, le coup à ce niveau-là de l'insubordination et de la désertion, c'est ce que je vous disais il y a à peu près 1 an. Voilà, un peu plus d'1 an, 13 ou 14 mois à peu près, parce que ça fait longtemps que ça a commencé. Là, on en parle parce que c'est devenu terriblement massif. Mais bien entendu, ça fait très longtemps que ça a commencé. Enfin, sur ce sujet, en 2024, l'Ukraine a déclaré officiellement 19 000 désertions et abandons de poste. Ça, c'est juste pour 2024. Et ça, c'est les chiffres officiels, mais qu'en est-il en réalité? Sont-ils 2 fois plus, 3 fois plus? On ne le sait pas, mais en tous les cas, ce chiffre est bien évidemment minimisé. Tous les soldats mobilisés ne quittent pas leur poste, mais la majorité le font. Quand les nouveaux arrivent ici, ils voient à quel point c'est difficile. Ils voient beaucoup de drones ennemis, d'artillerie et de mortiers, a déclaré à CNN un commandant d'unité qui combat actuellement à Pakrovsk. Il a également demandé à rester anonyme. Ils se rendent une fois sur les lieux et s'ils survivent, ils ne reviennent jamais. Soit ils abandonnent leur position, soit ils refusent d'aller au combat, soit ils essaient de trouver un moyen de quitter l'armée, a-t-il ajouté. Contrairement à ceux qui se sont portés volontaires plus tôt dans la guerre, donc ça c'était il y a 2 ans et demi à peu près, beaucoup de nouvelles recrues n'ont pas eu le choix de s'engager dans le conflit. Elles ont été appelées sous les drapeaux après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de mobilisation en Ukraine au printemps et ne peuvent quitter légalement le pays qu'après l'introduction de la démobilisation par le gouvernement, à moins d'obtenir une autorisation spéciale. Mais le problème de discipline ont clairement commencé bien avant cela. Ah, voilà, c'est ce que je vous disais. L'Ukraine a traversé une période extrêmement difficile au cours de l'hiver et du printemps dernier. Des mois de retard dans l'acheminement de l'aide militaire américaine dans le pays ont conduit à une pénurie critique de munitions et à une chute majeure du moral. Et oui, cela je vous en avais parlé pendant plusieurs semaines d'affilée, il y a plus d'1 an et demi déjà. Plusieurs soldats ont déclaré à CNN à l'époque qu'ils se trouvaient souvent dans une position avec une vue dégagée sur l'ennemi qui approchait et sans obus d'artillerie à tirer. Certains ont dû se sentir coupables de ne pas pouvoir fournir une couverture adéquate à leur unité d'infanterie. Vous voyez, lui, sans obus d'artillerie à tirer. Des fois, ils en ont 1, 2 ou 3 par jour. Voilà. Ou des fois 0.
Plusieurs commandants ont déclaré à CNN que de nombreux officiers ne signalaient pas les désertions et les absences non autorisées, espérant plutôt convaincre les troupes de revenir volontairement sans risquer d'être punis. Vous voyez? Alors il n'y a pas que ça qu'ils ne signalent pas, il n'y a pas que les désertions et les absences non autorisées. Il y a aussi, et depuis 2 ans environ, quoi, pas tout à fait 2 ans, environ 18 mois, que l'armée ukrainienne, beaucoup, ne révèle pas les morts, afin de ne pas payer la pension aux familles, et afin qu'ils ne soient pas répertoriés sur la liste des personnes mortes et qu'on ne puisse pas voir les environ 660 000 morts. Ça, c'est ce qu'a déclaré le colonel McGregor il y a presque 3 mois. Pour lui, c'est 660 000 morts à peu près qu'a connu l'Ukraine. Donc l'Ukraine aussi, beaucoup de corps ne sont pas, ne sont pas déclarés, ils sont juste portés et disparus, mais voilà, c'est tout. Pas morts. Cette approche est devenue si courante, c'est-à-dire de ne pas déclarer les désertions et les absences non autorisées, que l'Ukraine a modifié la loi pour dépénaliser la désertion et l'absence sans permission si elles sont commises pour la première fois. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte jusqu'où ils sont allés? À dépénaliser la désertion et l'absence sans permission si elles sont commises pour la première fois. Vous imaginez à quel point c'est massif pour qu'ils en arrivent là. Oretsky a déclaré à CNN que cette décision était logique. Les menaces ne feront qu'empirer les choses. Un commandant intelligent retardera les menaces, voire les évitera, a-t-il déclaré. Pakrovsk est devenu l'épicentre des combats pour l'est de l'Ukraine. Ça, c'est vrai. Pakrovsk, pour l'instant, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, parce que c'est le centre logistique pour tout l'est de l'Ukraine. C'est le point le plus important. Les forces russes avancent lentement vers la ville depuis des mois, mais leur progression s'est accélérée ces dernières semaines, à mesure que les défenses ukrainiennes commencent à s'effondrer. Eh oui. Je vous passe un peu, parce que l'article est énorme. Fumeurs incessants et essayant de rester éveillés, ils se demandent pourquoi ils ont été envoyés à Kursk alors que la ligne de front de l'Est est en désordre. Euphémisme du moment. Oui, effectivement, là, ils se posaient la question pourquoi ils ont été envoyés à Kursk. Vous vous souvenez, le samedi 10 août, quand je vous avais fait mon commentaire sur Kursk, parce que le Kursk, l'invasion à Kursk a commencé le 6 août, moi j'ai fait un point sur l'Ukraine le 10 août, et déjà je vous dévoilais cela. C'est-à-dire, déjà, il y avait un article du Washington Post avec un soldat qui avait été interviewé et qui se demandait pourquoi. Le problème, c'est qu'il avait été envoyé à Kursk à son insu. Alors, à son insu, dans le sens, il ne savait pas pourquoi. On lui demandait d'aller là-bas, de déserter Pakrovsk ou Tchassiviar, parce qu'il faisait les deux, les deux batailles, Pakrovsk et Tchassiviar. Il a participé aux deux, il avait été envoyé sur Kursk, mais il ne savait pas pourquoi. Voilà. Il est envoyé à Soumy, dans la ville de Soumy, il devait ensuite être envoyé à Kursk, mais on lui avait caché qu'il devait ensuite pénétrer sur territoire russe à Kursk. On lui a juste dit tu vas à Soumy. Voilà, donc en plus ces gens-là qui ont été pris de Pakrovsk, de Tchassiviar, de Kupiansk et même de Vovchansk dans le nord, eh bien on leur disait pas pourquoi, c'était pourquoi faire. On leur disait juste allez dans la ville de Soumy, vous allez avoir de nouveaux ordres là-bas. Ouais, je tenais à faire à donner cette information importante. Bref, c'était bizarre d'entrer en Russie, car dans cette guerre, nous étions censés défendre notre sol et notre pays. Et maintenant, nous nous battons sur le territoire d'un autre pays, a déclaré l'un d'eux. CNN n'a pas révélé leur identité car ils n'étaient pas autorisés à parler aux médias et en raison du caractère sensible de leurs propos. Bah oui, je me doute bien.
Parce que il y a pas si longtemps de cela, il y a quelques mois, hein, ou un an à peu près, ceux qui osaient dire ce genre de choses, bah, ils étaient pris par le SBU et mis dans des cellules cachées, vous voyez ce que je veux dire, un peu à la méthode de la CIA. Hein, et puis, bon, bah, après, on ne sait pas ce qui leur arrivait à ces gens-là. Bon, maintenant, ben voilà, malgré ces menaces du SBU qu'ils connaissent très très bien, hein, ils les connaissent très très bien les méthodes du SBU, mais là maintenant ils parlent. Ils parlent et pourquoi ils osent parler? Bah parce que beaucoup parlent même à la télévision ukrainienne. Il y a des officiers. Je vous ai montré les extraits d'anciens points sur l'Ukraine il y a des mois de cela. Je vous avais montré les extraits de la télévision ukrainienne où carrément maintenant des commandants d'unité disent tous. Bon, c'était très rare à l'époque hein, ce genre de commentaires. Vraiment, fallait d'un grand courage pour le dire. Et maintenant, les langues se délient. Une approche pourrie. S'adressant à CNN jeudi, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrski, a admis que le moral des troupes était toujours bas et a déclaré que le relevé était une partie très importante de son travail. Ils n'ont jamais reçu suffisamment de renforts, dit Dima, ce qu'il impute entièrement au gouvernement et à sa réticence à recruter davantage de personnes. Là, il parle du front. Voilà, en général, ils n'ont jamais reçu assez de renforts sur le front. Le bataillon a subi de lourdes pertes l'année dernière, combattant sur plusieurs lignes de front avant d'être envoyé à Pakrovsk sans aucun repos. Dima a vu tant de ses hommes tués et blessés qu'il en est resté indifférent. Il a néanmoins déclaré à CNN qu'il était déterminé à retourner au front, mais qu'il ferait d'abord un changement. J'ai désormais décidé de ne plus m'attacher émotionnellement aux gens. C'est une approche malsaine, mais c'est la plus sensée, a-t-il déclaré. Voilà. Donc tout cela est extrêmement grave, bien entendu. Là, ce qui est très intéressant, et je ne vous ai pas tout dévoilé, l'article est beaucoup trop long, ce qui est très intéressant, c'est que dans un très grand média, totalement pro-ukrainien, totalement propagandiste depuis 2 ans et demi, où il disait absolument n'importe quoi, où il répercutait immédiatement ce que disait le ministère de la Défense ukrainien, sans vérification, sans enquête, sans rien, il publiait directement, c'était du grand n'importe quoi avec des mers alors mers MER de soldats russes que les soldats ukrainiens piétinaient tellement ils tuaient des océans entiers de soldats russes. Là maintenant, ça y est, c'est fini ce genre d'hyperbole ridicule et grotesque. Là maintenant, c'est tellement voyant, tellement gros, que pour garder leur crédibilité, là ils en sont à dire la vérité. Et c'est bien, parce que peut-être que le fait de dire la vérité dans les médias, ça va peut-être nous approcher enfin d'une véritable paix. Voilà. Peut-être que les gens se révolteront entre guillemets, peut-être dans les urnes aux États-Unis le 5 novembre, et qu'ils choisiront le candidat de la paix, ou tout du moins celui qui abrégera cette guerre absurde entre frères en plus, et qui a déjà fait tant de morts. Là, on va regarder un journal militaire américain, The National Interest, qui nous dit l'incursion magnifique mais mal avisée de l'Ukraine à Kursk. C'est magnifique, mais ce n'est pas la guerre, c'est de la folie, a déclaré le maréchal français Pierre Boquet à propos de la futilité et de la bravoure téméraire de la charge de la brigade légère britannique contre une position russe fortifiée pendant la guerre de Crimée. Sans exagérer, on pourrait dire à peu près la même chose de l'invasion de la province russe de Kursk par Kiev il y a un mois. L'opération était audacieuse. Les défenseurs russes ont été pris au dépourvu. En quelques jours, les forces ukrainiennes ont conquis des centaines de kilomètres carrés de territoire russe et des dizaines de villages et des petites villes.
L'opération a remonté le moral des troupes ukrainiennes et du pays dans son ensemble, après des mois de progrès laborieux de la Russie en Ukraine qui ont donné l'impression que l'Ukraine était en train de perdre la guerre. Le président russe Vladimir Poutine a été humilié par la première invasion étrangère du territoire russe depuis la Seconde Guerre mondiale par une puissance plus petite et non nucléaire. Tout le monde sait que l'Ukraine est absolument toute seule dans ce conflit. Elle n'a eu de l'aide de absolument personne. C'est une évidence. Le commandant en chef de l'Ukraine, le général Oleksandr Syrskyi, affirme que l'opération atteint ses objectifs principaux. Empêcher la Russie d'utiliser Koursk comme base des opérations offensives, forcer Moscou à détourner des forces d'autres théâtres, alléger la pression sur le front de 960 km à l'intérieur de l'Ukraine et capturer des prisonniers qui peuvent être échangés contre des prisonniers de guerre ukrainiens. Sans surprise, Poutine a contesté cette version des faits. Il affirme que Moscou a consacré peu de ressources à la région de Kursk, mais suffisamment pour stopper l'avancée de l'Ukraine. Ça, c'est ce que je vous dis depuis un mois. Depuis 3 semaines, pardon. C'est ce que je vous dis depuis 3 semaines. Voilà, que ce n'était pas la priorité de Moscou. Attention, quand je vous dis que c'est ce que je vous dis depuis 3 semaines, je reprenais les articles occidentaux qui disaient cela. Ce n'était pas moi. Vous connaissez comment marche la maison. La maison marche qu'avec des articles. Ensuite, je les analyse, mais je marche qu'avec des articles. Je tiens à le souligner. Il a clairement fait savoir que son objectif principal n'était pas la libération immédiate du saillant de Kursk, mais plutôt la poursuite de l'offensive russe pour s'emparer de toute la province de Donetsk en Ukraine. Peu importe ce qui se passe sur le terrain, la Russie poursuit son assaut aérien dévastateur sur les villes et les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Ah bah oui, ça c'est vrai. Assaut aérien dévastateur, c'est ce que je vous avais dit. Ça fait 3 semaines que Vladimir Poutine a décidé d'envoyer beaucoup de conscrits, un peu de soldats, mais surtout beaucoup de véhicules blindés, un peu de tanks, énormément de drones, beaucoup d'artillerie et beaucoup d'aviation, Sukhoi 25 principalement, et beaucoup d'hélicoptères de combat. Voilà, ils ont décidé de faire comme ça. Et ça fonctionne très bien concernant Kursk, puisque Kursk a subi des pertes absolument terribles. Voilà. Bon, bref, voyons ce que nous dit la BBC. Now to the war in Ukraine. Russian President Vladimir Putin has been speaking about Ukraine's incursion into the Kursk region. He said the incursion had failed to slow the Russian advance into Donbass and that Ukraine's goal was to make Russia transfer troops from one area to another and stop offensive in the eastern Ukraine, which he said hadn't worked. He's been speaking to the Eastern Economic Forum. Let's take a listen. Their aim was to make us stress, fuss, move troops from one zone to another and to stop our advance on key targets, most importantly in Donbass, which is our primary target. Did they succeed? They didn't succeed in anything. Our forces have stabilised the situation and have started squeezing them out from the border territories. And most importantly, our advance has not been held back, quite the contrary, having moved their fairly large and quite well-prepared subdivisions to our border territories. They have weakened themselves while our troops accelerated their advances. Bref, alors là, on a une description de Vladimir Poutine qui, aux surprises, décrit très exactement ce que je vous dis depuis environ 3 semaines via des grands médias occidentaux. Donc en gros, il ne fait que confirmer ce que l'on savait déjà. Donc on peut dire là qu'il dit complètement la vérité. Là, un article de The Economist qui nous dit « Danger dans le Donbass alors que la ligne de front ukrainienne vacille ». Yuri, un soldat attaché à la 59e brigade basée près de Ukrainsk, affirme que les pertes ukrainiennes sont importantes. Un renfort de fantassins inexpérimentés envoyé par la 71e brigade ukrainienne a été anéanti.
En 3 jours, 100 hommes sont devenus 0. Certains ont fui, d'autres sont tombés. Vous vous rendez compte un petit peu la perte de 100 hommes en 3 jours? C'est colossal et c'est un peu effrayant même. Les Russes font également valoir leurs atouts dans le domaine des drones et de la guerre électronique. Cela est particulièrement évident dans leur système de recherche et de frappe qui associe des drones de reconnaissance avancés et des drones d'attaque à l'artillerie et à l'aviation. Physicien, commandant de chars du 68e régiment, affirme que l'aviation et l'artillerie russe peuvent réagir presque en temps réel. Vous imaginez un petit peu? Donc c'est très effrayant pour les Ukrainiens car dès qu'ils sont repérés, ils savent qu'ils vont être bombardés d'une manière ou d'une autre. Donc on comprend pourquoi il y a tant de désertions, tant de gens qui se rendent ou tant de soldats qui fuient. Tout ce qui bouge et n'est pas protégé est détruit. Donc effectivement, c'est très inquiétant et très mauvais pour le moral. Ces pilotes de chars travaillent donc désormais principalement comme des unités d'artillerie statique, opérant à partir de positions fermées et beaucoup plus en retrait. Donc c'est beaucoup plus facile pour côté russe grâce à ces drones de reconnaissance. Le physicien dont le nom de guerre vient d'un emploi en temps de paix comme professeur de sciences à Kherson explique que la faiblesse de l'Ukraine provient d'une équation simple, peu d'effectifs et peu de munitions. Les deux, dit-il, sont liés d'une manière qui ne peut pas sembler immédiatement évidente. Lorsque le Congrès américain a retenu les livraisons d'armes pendant 6 mois à partir d'octobre 2023, l'Ukraine a dû envoyer des hommes pour résoudre le problème. Lorsque nous n'avions pas d'obus, nous avons utilisé plus d'infanterie sur le front pour empêcher une percée, ce qui signifiait perdre de nombreux soldats qualifiés. L'échec du programme de mobilisation de l'Ukraine a aggravé les problèmes. Alexander de la 79e brigade estime que sa brigade a déjà perdu plus de soldats en 2024 qu'au cours des 18 mois précédents. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Donc là, on a une confirmation par un soldat ukrainien que les pertes ukrainiennes sont terribles, absolument terribles. Et là, il explique que pendant 6 mois, eh bien, comme ils avaient plus d'obus, entre guillemets, ils n'en ont pas non plus maintenant, mais bon, bref, ils disent qu'ils ont utilisé beaucoup plus d'infanterie sur le front pour empêcher une percée. Donc en gros, ils ont compensé les hommes à la place des obus. Vous vous rendez compte? Donc après, ce n'est pas étonnant que l'Ukraine ait autant de pertes. Là, on parle de 700 000 pertes ukrainiennes. Je dis bien 700 000. Et le colonel McGregor dit au bas mot. Hein, lui, il parle de plus de 700 000 morts, je dis bien de soldats tués. Et il parle d'environ 1 100 000 en comptant tous les blessés et les tués. Donc c'est absolument terrible. Et tout se confirme hein, à chaque fois qu'on a un article qui prend des témoins de première main. Cela dit toujours la même chose. Toujours. Alors je vous donne les derniers chiffres donnés par TASS concernant la grande offensive ukrainienne sur Kursk qui a démarré le 6 août. Et là, ce sont les derniers chiffres quant aux pertes humaines et pertes matérielles. Encore une fois, ça vient de TASS, donc vous y croyez, vous y croyez pas. Là, c'est vous qui voyez. Je vous donne les chiffres et après, vous en faites ce que vous voulez. Depuis le début des hostilités dans la région frontalière de la Russie, les pertes de l'Ukraine se sont élevées à plus de 12 795 soldats. Ça inclut les tués et les blessés graves. 108 chars, 44 véhicules de combat d'infanterie, 86 véhicules blindés de transport de troupes, 691 véhicules blindés de combat. Alors si vous prenez le terme générique de véhicules blindés, en tout et pour tout, ça fait 821 véhicules blindés de détruits et d'immobilisés. 418 véhicules militaires non blindés, 93 pièces d'artillerie et 26 lance-roquettes multiples, dont 7 HIMARS et 5 MLRS de fabrication américaine.
8 lanceurs de missiles antiaériens, 2 véhicules de transport et de chargement, 25 stations radars, 7 radars de contre-batterie, 2 radars de défense aérienne, 12 pièces d'équipement d'ingénierie, dont 6 véhicules de démolition d'ingénierie et une unité de déminage UR-77. Là, on va regarder un article du CF2R, c'est-à-dire du Centre français de recherche sur le renseignement. Septembre 2024, les dangers d'un narratif en décalage avec les réalités du terrain. La propagande de guerre et la tromperie sont aussi anciennes que le monde. Rien de nouveau donc. Cependant, ce qui est vraiment novateur, c'est que la guerre de l'information n'a plus lieu en complément d'actions militaires opérationnelles, mais est devenue une fin en soi. L'Occident a commencé à considérer que posséder la narration gagnante et présenter celle de l'autre comme maladroite, dissonante et extrémiste est plus important que de se confronter aux faits sur le terrain. De ce point de vue, s'emparer de la narration gagnante signifiait gagner. Ainsi, la victoire virtuelle triomphe de la réalité réelle. De plus, en termes de guerre de l'information, les médias occidentaux étaient prêts et alignés pour montrer le président Poutine comme figé par l'incursion de Koursk, surprise et vacillant. Sous l'anxiété que celle-ci aurait dû provoquer dans le public russe, l'amenant à se retourner contre lui en colère suite à l'humiliation subie. Évidemment, l'objectif de l'opération était de montrer que la Russie était fragile et vulnérable, conformément à la narration selon laquelle, à tout moment, ce pays pourrait se désagréger, laissant évidemment l'Occident comme le vainqueur. L'incursion à Koursk a ainsi été un énorme pari pour l'OTAN, mais qui a été perdu. Pour être clair, la narration gagnante au sujet de l'opération de Koursk n'est ni tromperie ni feinte. Les accords de Minsk étaient des exemples de tromperie, mais ils étaient basés sur une stratégie rationnelle, c'est-à-dire qu'ils étaient historiquement normaux. Les tromperies de Minsk visaient à gagner du temps pour l'Occident, afin de renforcer la militarisation de l'Ukraine, avant d'attaquer le Donbass. La tromperie a fonctionné, mais seulement au prix d'une rupture de confiance entre la Russie et l'Occident. Dans ce nouveau contexte narratif, les faits sur le terrain deviennent de simples désagréments, et non des réalités à prendre en compte, c'est leur talon d'Achille. Ce que cette opération a provoqué, cependant, c'est de mettre fin à toute perspective d'un éventuel accord négocié en Ukraine. La méfiance de la Russie envers les Occidentaux est désormais absolue. Cela a rendu Moscou plus déterminé que jamais à mener à bien son opération militaire spéciale. L'Occident est désormais piégé dans sa propre narration victorieuse. Les slogans vides et les déclarations de propagande, bien qu'ils semblent avoir eu un impact à court terme sur sa population, risquent d'exacerber le conflit au lieu de le résoudre. Alors écoutez, là tout ce qui a été dit, c'est ce que je vous dis depuis 2 ans et demi, donc je ne peux être que d'accord. Tout cela est d'une honnêteté, on va dire, étonnante de la part du CF2R, mais en tous les cas, c'est en décalage bien évidemment avec ce que nous disent les grands médias. Le décalage est absolument total. Mais en tous les cas, c'est extrêmement intéressant et ça dit des vérités crues qui pourraient faire très mal aux pro-ukrainiens, mais qui doivent quand même être dites, ces vérités, parce que, encore une fois, l'Occident est dans le déni le plus total et c'est bon de temps en temps de revenir les pieds sur terre et de avoir entre guillemets une tête froide afin de mieux raisonner et afin de nous rapprocher vers la paix, parce que c'est ce qui compte, parce que chaque jour qui passe, c'est quand même des morts côté russe et ukrainien sur le terrain. Il faut toujours se rappeler de ça. Là, on a un article de CNN qui nous dit « Zelensky tire la sonnette d'alarme sur le déficit de la défense aérienne
alors que les États-Unis annoncent une aide militaire supplémentaire. Alors Zelensky, il a raison de tirer la sonnette d'alarme. Vous allez me dire, ça fait 1 an et demi qu'il tire la sonnette d'alarme, mais il la tire de plus en plus fort, cette sonnette. Jusqu'à la casser, j'ai envie de vous dire maintenant. Tellement il y a plus de systèmes antiaériens en Ukraine. Ça a été épuisé, les systèmes antiaériens en Ukraine. Il en reste très très peu. Et le peu qui reste, évidemment, est mis autour de Kiev principalement et Lviv. Mais ça ne suffit pas, bien sûr. Et c'est pour ça que maintenant, les Russes peuvent se permettre de bombarder l'Ukraine avec des avions de manière toujours plus audacieuse et toujours plus profondément dans l'ouest de l'Ukraine. Pire encore, on a Lloyd Austin, donc lui, qui nous dit: mais Austin a continué à résister aux appels de l'Ukraine à approuver l'utilisation d'une capacité de frappe à longue portée en Russie, déclarant aux journalistes plus tard vendredi qu'il n'y avait aucune capacité qui pourrait changer la donne sur le champ de bataille. Donc là, Lloyd Austin vient d'avouer que peu importe le missile longue portée pour frapper la Russie, cela ne changerait rien même s'ils étaient utilisés sur le champ de bataille. C'était quand même important à souligner. Donc là, on a fini les articles concernant la réalité du terrain et maintenant vous comprenez mieux pourquoi Zelensky veut absolument une paix avec la Russie en automne, c'est-à-dire de manière extrêmement rapide. Mais on va voir plus tard que la manière dont il veut la paix avec la Russie n'est pas tout à fait celle qu'on pourrait avoir en tête. Mais nous allons voir ça plus tard. Pour l'instant, regardons un article de CNN qui nous dit: Biden fait l'objet de pression au sein de son propre parti pour assouplir les restrictions sur les frappes en Ukraine. Alors Biden a toujours été contre les escalades, donc a toujours été contre tout ce qui était agression vis-à-vis de la Russie qui pouvait faire une escalade. Il a toujours été extrêmement prudent et il a même dit de manière presque publique, puisqu'il l'a dit à son entourage, que pour lui, Zelensky était un va-t-en-guerre et qu'il ne cherchait qu'une seule chose, c'était de faire la Troisième Guerre mondiale. Et ça, c'est les mots, la citation des mots de Biden dans son entourage. Donc Biden, il n'a pas l'air comme ça, mais il n'est pas aussi débile que ça. Au moins ça, il s'est retenu dans son cerveau, malgré son Alzheimer. Au moins ça, il l'a retenu. Là, il est toujours ferme, mais il subit une pression. Et on va voir que la pression, ça vient surtout d'Anthony Blinken, qui lui a toujours été un va-t-en-guerre avec l'Angleterre, bien évidemment. Lui, c'est un va-t-en-guerre absolu, hein, Blinken. On va voir ça juste après. Là, dans le journal anglais The Guardian, on a Blinken laissant entendre que les États-Unis lèveront les restrictions imposées à l'Ukraine sur l'utilisation d'armes à longue portée en Russie. La décision aurait déjà été prise en privé, alors que le secrétaire d'État a déclaré à Kiev que les États-Unis continueraient d'adapter leur politique. Vous vous rendez compte, il y a quelque temps, une semaine, même pas si longtemps que ça, le Pentagone, via son porte-parole Pat Ryder, nous dit un non catégorique à la livraison d'armes longue portée à la Russie. Ensuite, on a Biden qui confirme, il dit non, il n'y aura pas de livraison d'armes longue portée pour frapper la Russie. Et là maintenant, on a Blinken, voilà, qui joue le rebelle et qui dit si, ouais, c'est tout à fait possible qu'on lève cette restriction et qu'on donne des armes à longue portée. Donc, c'est étonnant de contredire comme ça son président, qui est toujours en activité, hein, même si bien sûr Biden n'est qu'une marionnette, mais quand même, ça la fout mal parce que là, c'est des déclarations publiques dans un grand média. Donc déjà, ça veut dire que rien ne va plus aux États-Unis. Alors, il faut savoir que le Pentagone a toujours été très prudent. Le Pentagone a toujours été d'ailleurs en contradiction avec la Maison-Blanche. Parce que la Maison-Blanche, hors Biden, c'est une entité très belliqueuse. Étonnamment, Biden
a toujours été, et heureusement qu'il est le président, a toujours été ferme sur l'évitement, pour éviter une escalade avec la Russie. Il a toujours eu ça en tête. Biden, depuis le début de la guerre, hein, il a toujours eu ça en tête et il l'a dit à maintes reprises. Il ne veut pas d'une troisième guerre mondiale avec la Russie. Voilà. Et là, on peut voir donc les contradictions entre le Pentagone qui ne veut toujours pas, je vous rappelle encore une fois les déclarations de Pat Ryder, et de ce que dit Anthony Blinken, qui a toujours été un belliciste, un néocon absolu, avec l'Angleterre. Hein, Boris Johnson, David Cameron, voilà, Rishi Sunak, eux, ils sont à fond pour la guerre avec la Russie, quitte à aller jusqu'à la plus grande escalade. Donc vous voyez, il y a quand même des petits problèmes dans le gouvernement américain. Tout le monde n'est pas vraiment d'accord, bien entendu. Alors sur ce sujet, on va voir un dernier article du New York Times qui nous dit Biden prêt à approuver l'utilisation par l'Ukraine d'armes occidentales à longue portée en Russie. Le sujet sera à l'ordre du jour vendredi avec la première visite officielle à Washington du nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer, un belliciste absolu. Bon, pas de surprise, l'Angleterre, ça a toujours été comme ça. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on peut lire? Le président Biden semble sur le point d'ouvrir la voie à l'Ukraine pour lancer des armes occidentales à longue portée au plus profond du territoire russe, à condition qu'elles n'utilisent pas d'armes fournies par les États-Unis, affirment des responsables européens. Alors là, déjà, première cacophonie. Là, on nous dit dès l'abord, ah ben bon, d'accord, mais ce sera pas nous, ce sera les Européens qui tireront, mais pas les Américains. Bon, on va voir que ce n'est pas si clair en lisant l'article. Hein. La Grande-Bretagne a déjà fait savoir aux États-Unis qu'elle souhaitait laisser l'Ukraine utiliser ses missiles à longue portée Storm Shadow pour frapper des cibles militaires russes loin de la frontière ukrainienne. Nulle surprise, eux, ils sont à fond pour tout. Ça, aucun problème. Mais elle souhaite obtenir l'autorisation explicite de M. Biden afin de démontrer une stratégie coordonnée avec les États-Unis et la France qui fabriquent un missile similaire. Alors, évidemment, l'Angleterre doit avoir l'autorisation du maître. Bien évidemment, l'Angleterre ne fait rien sans l'approbation de Washington. Un état de vassalité bien connu et évident. Les responsables américains affirment que M. Biden n'a pas pris de décision, mais qu'il entendra M. Starmer vendredi. Donc lui, M. Starmer va dire « Ouais, vas-y, il faut absolument donner des armes longue portée à l'Ukraine et il faut leur permettre de tirer dans la Russie en profondeur. Vas-y. » Lui, bien entendu, il va dire ça. Et là, il y a un petit problème. Jeudi, le président russe Vladimir Poutine a lancé un avertissement inhabituellement précis à l'Occident, soulignant que les Ukrainiens ne peuvent pas seuls faire fonctionner les missiles à longue portée, car ils ont besoin de l'aide technique occidentale et du guidage par satellite. Cela signifie que les pays de l'OTAN, les États-Unis et les pays européens, sont en guerre avec la Russie, a déclaré M. Poutine, selon un rapport du Kremlin. Alors c'est pas que selon un rapport du Kremlin, il a été interrogé devant la caméra, et devant les caméras, il l'a dit, ça a été repris par France 24, il l'a dit même en donnant les précisions. Hein. Et si tel est le cas, alors, en tenant compte du changement de l'essence du conflit, nous prendrons les décisions appropriées en réponse aux menaces qui pèsent sur nous. Donc là, Vladimir Poutine dit je déclare la guerre. Voilà, aux pays de l'OTAN, quoi. Aux pays, évidemment, à qui appartiennent les missiles. Alors ça peut être Angleterre, France, États-Unis. Ça peut être que ces trois-là. Et donc, quand vous regardez son interview sur Russie 24, que j'ai vu,
Et bien là, il détaille, il dit, vous savez, pour opérer ce genre de missile, il faut des coordonnées qui doivent être données par les Occidentaux, obligatoirement, et il faut des techniciens occidentaux experts pour lancer le missile. Donc voilà. Alors en gros, ça peut être que les États-Unis, l'Angleterre ou la France. Voilà. Et ça, il le dit très clairement dans son interview à Russie 24. Voilà. Donc ça, c'était un point extrêmement intéressant. Et là, vous notez que le New York Times dit a lancé un avertissement inhabituellement précis à l'Occident. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous voyez ? Lors de briefings classifiés, des responsables du renseignement américain ont exprimé de plus grandes inquiétudes quant à la participation directe et visible des États-Unis à la manœuvre de l'Ukraine visant à s'emparer et à maintenir des positions près de Kursk. Ils ont averti que certains éléments laissent penser que la Russie pourrait fournir une aide technologique qui permettrait à l'Iran et à ses forces mandatées d'attaquer les forces américaines au Moyen-Orient. Et là, on touche vraiment le noyau dur de la réalité géostratégique, militaire, etc. Parce que vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai montré le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, qui disait « Nous, on ne change pas de politique envers l'Ukraine, on ne donnera rien et voilà, c'est tout ». Je vous rappelle aussi que Lloyd Austin, alors là il y a 3 semaines à peu près, il avait dit nous on refuse de donner des missiles à l'Ukraine parce que de toute manière ça sert à rien. Ça c'est Lloyd Austin qui dit ça. Parce que ils ont reculé leurs avions voilà, qui lancent les bombes planantes et là ils sont hors de portée, ils sont hors d'atteinte. Donc ça sert à rien qu'on vous fournisse les missiles. Donc calmez-vous. Et ils sont revenus à la charge. Et là c'est le plus intéressant parce que ça concorde avec moi les rapports que j'ai lus du Pentagone. Les rapports, on va dire, pas rendus publics. Et donc ce que craignent les États-Unis, c'est que si les États-Unis donnent des missiles longue portée à l'Ukraine, eh bien les États-Unis craignent que les Russes donnent des missiles adéquats de haute technicité aux Houthis en mer Rouge et ainsi menacer les bateaux américains en mer Rouge qui sont là pour dissuader l'Iran d'attaquer Israël. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Donc les États-Unis ont très peur que s'il n'y a plus de flotte américaine en mer Rouge pour dissuader l'Iran d'attaquer l'Ukraine, eh bien ça pourrait donner un élément d'attaque pour l'Iran. L'Iran pourra attaquer l'Israël entre guillemets en toute impunité, à part évidemment le retour de bâton que ferait Israël. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et moi, ce que j'ai lu dans les rapports du Pentagone très précis, eh bien c'était ça exactement que les Américains avaient peur, que la Russie donne des missiles en grande quantité et de haute technicité aux Houthis afin qu'ils détruisent toute la flotte américaine, britannique, française en mer Rouge. Voilà, et c'est de ça dont ils ont réellement peur. Et je vous traduis, je vous traduis, je vous traduis la peur du Pentagone dans l'exactitude de la réalité. Voilà. Et ça, vous trouverez ce genre d'infos, vous le trouverez nulle part à part sur ma chaîne. Voilà, voilà. On continue. Monsieur Austin continue de croire que l'utilisation d'armes américaines pour des frappes à longue portée contre la Russie ne renversera pas le cours de la guerre, en partie parce qu'il n'y a pas assez d'attaques MS ou de missiles britanniques et français pour soutenir une attaque. Ah, nouvel élément de langage de Monsieur Austin. Donc ça, c'est très intéressant. Donc oui, effectivement, ils ont donné des centaines d'attaques MS à l'Ukraine et l'Ukraine a déjà épuisé presque tous les attaques MS. Et le problème, c'est que les États-Unis doivent en conserver un petit peu.
Parce que les États-Unis, eux, l'Ukraine, ils s'en foutent complètement. Eux, ce qu'ils voient, c'est la future guerre avec la Russie. Et ils auront besoin des attaques MS à ce moment-là. Et c'est toujours dans les rapports du Pentagone. C'est pour ça que ils sont si hésitants à donner des attaques MS à l'Ukraine. Ils en ont déjà donné des centaines. Et là, ils sont inquiets que déjà ces centaines de missiles attaques MS envoyés, eh bien, n'aient servi strictement à rien. Strictement à rien. Alors pourquoi en donner d'autres? Alors vous allez me dire, oui, mais l'Ukraine, là, cette fois, a dit qu'elle frapperait les aérodromes en Russie. Mais oui, mais il y a 3 semaines, Austin, il a dit que ça servait à rien, puisqu'il n'y avait plus d'avions qui lancent les bombes. Alors, je vous traduis en termes plus exacts. Il n'y avait plus de Sukhoi 34, ni de Sukhoi 35, ni de Sukhoi 25. Voilà, à portée tir des attaques MS. Je vous traduis, hein. Voilà. Et ça, c'est Austin, l'équivalent du ministre de la Défense américain, qui a dit ça déjà. Et je vous avais montré ses dires. En observant le champ de bataille actuellement, nous savons que les Russes ont en fait déplacé leurs avions qui utilisent... Ah oui, bon, d'accord, bon, ça c'est ce que je viens de vous dire. Nous savons que les Russes ont en fait déplacé leurs avions qui utilisent les bombardiers planeurs au-delà de la portée de l'attaque MS, a déclaré M. Austin. Vous voyez, c'est repris déjà dans le New York Times. Les États-Unis ont déjà fourni à l'Ukraine plusieurs centaines de missiles longue portée, attaque MS, mais leur stock s'épuise. Voilà. Donc les États-Unis maintenant ont très peu d'attaques MS en stock. Donc ils sont très très inquiets. Donc vous voyez tout ça, un imbroglio absolument terrible et le grand dilemme des États-Unis, parce qu'ils sont les seuls décideurs. Et donc les États-Unis, sont dans un grand dilemme. Et oui, parce que ils ont promis à l'Ukraine de leur fournir absolument tout pour une victoire contre la Russie. Et c'est pour ça que les États-Unis sont intervenus à 2 reprises, le 26 février 2022 et le 9 avril 2022. C'est-à-dire quand il y a eu les pourparlers de Minsk et d'Istanbul, et à 2 reprises, voilà, les États-Unis ont dit non, ne négocie pas avec Poutine, puisque nous, ne t'inquiète pas, on sera toujours là derrière toi, on te fournira tout. Ce qui fait que, étonnamment et paradoxalement, on pourrait dire que Zelensky, il a raison de quémander sans cesse. Il a raison de manière tout à fait légitime. On lui a interdit à 2 reprises de négocier avec la Russie en lui promettant monts et merveilles, et donc maintenant Zelensky quémande, et il a bien raison. Voilà, puisqu'on lui avait promis. Malheureusement, ça se passe pas exactement comme prévu côté OTAN. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Là maintenant, on va voir l'analyse d'un politologue ukrainien qui s'appelle Ruslan Bornik, qui nous dit son point de vue quant au plan de victoire de Zelensky. Encore une fois, qui va présenter à Biden, Trump et Kamala Harris. Et que nous dit cet Ukrainien politologue? Lui, il pense que Zelensky a élaboré un nouveau plan pour mettre fin à la guerre. Zelensky l'appelle plan de victoire, qu'il veut présenter à Biden, Harris et Trump pour approbation ce mois-ci. 1. Zelensky veut que les États-Unis autorisent les frappes à longue portée en Russie avec des missiles étrangers pour détruire toutes les bases militaires, les aérodromes, les dépôts de munitions et de carburant dans la partie européenne de la Russie. 2. L'Occident, États-Unis et OTAN, doit protéger l'Ukraine occidentale avec des systèmes de défense aérienne polonais et roumains contre les frappes de représailles russes afin que l'Ukraine puisse transférer ses propres systèmes de défense aérien plus près du champ de bataille. 3. L'Occident doit garantir qu'il est prêt à s'impliquer davantage en envoyant des troupes au sol dans certaines parties de l'Ukraine pour libérer la main-d'œuvre ukrainienne qui pourrait être envoyée sur les lignes de front.
Zelensky pense qu'après cette campagne, la Russie serait forcée de battre en retraite. À un moment donné, la direction de Poutine serait déstabilisée et remplacée, la nouvelle direction signant un accord de paix. Vous vous rendez compte un peu cette analyse qui reprend le plan de victoire de Zelensky, tout du moins c'est l'analyse de ce Ruslan Bornik, un politologue ukrainien, si l'on en croit ses dires encore une fois, eh bien si c'était vraiment ça, le plan de victoire de Zelensky, cela voudrait dire qu'il est complètement fou. Voilà, qu'il est dans le délire le plus complet. Bon, continuons. Si tel est le plan de Zelensky, il faudrait d'abord l'approuver. Mais il faut aussi supposer qu'à aucun moment Poutine ne riportera contre l'Ukraine ou l'OTAN. Car l'Ukraine attaque les bases russes avec des missiles à longue portée fournis par l'OTAN. Le plan de victoire est aussi réaliste que la précédente formule de paix en 10 points de Zelensky, selon laquelle la Russie devrait retirer ses troupes et payer des réparations. Vous voyez, bon, ça finit par un ton un peu moqueur de cet Ukrainien politologue, mais encore une fois, si ce politologue ukrainien dit vrai, cela prouve que Zelensky est en plein délire, ou alors il n'est pas délirant, mais il suit les ordres de Washington, il suit le narratif de Washington pour que Washington gagne du temps. Voilà, il n'y a que ces deux possibilités-là. Alors maintenant, on va passer au troisième gros titre de ce point sur l'Ukraine, c'est-à-dire le gros mensonge de la Pologne qui la décrédibilise. Donc là, on va regarder le site Euromaidan, donc un site purement ukrainien, mais aussi pour l'international, qui nous dit au 11 juillet 2024, retenez la date, donc 11 juillet, ministre polonais des Affaires étrangères, 2 points. Plusieurs milliers de personnes se sont déjà inscrites pour rejoindre la Légion ukrainienne en Pologne. La Pologne va former et équiper des volontaires ukrainiens avant de les envoyer en Ukraine en tant qu'unité cohésive, selon le ministre des Affaires étrangères, Radoslav Sikorski. C'est lui. Vous voyez ? Bon, ça c'était le 11 juillet 2024. On va voir maintenant. Alors là, attention. Là, on a le site liga.net qui est un site polonais qui reprend l'article du grand journal polonais Gazeta Prawna. Et que lit-on dans Gazeta Prawna, donc grand journal polonais? La Légion ukrainienne en Pologne n'existe que sur le papier. Pas encore de formation ni de recrutement. Les raisons pour lesquelles l'équipe ukrainienne n'a pas encore commencé à recruter des hommes restent inconnues. Alors en réalité, le fin mot de l'histoire, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de Polonais qui parlent sur les réseaux sociaux. Ben, en fait, c'est tout simplement que ce que disait le ministre des Affaires étrangères polonais était un énorme mensonge, tout simplement. Qu'en fait, il n'arrivait pas à recruter dans la Légion ukrainienne. Personne ne voulait y aller. Donc, il n'y a personne dans la Légion ukrainienne en Pologne. Voilà, ça devait être une formation d'élite, ça devait être une brigade d'élite, et au final, ben, elle n'existe pas. Donc, énorme mensonge de la Pologne, et là, ils se sont fait griller, quoi. Pris en flagrant délit de mensonge. Voilà. Et pourquoi bah, ils n'arrivent pas à avoir d'hommes? Alors eux, ils disent, ah ben on comprend pas, c'est inconnu. Pourquoi on n'a pas commencé à recruter des hommes? Ah bah c'est inconnu, on ne sait pas. Alors oui, bah, bien sûr qu'on sait, c'est qu'il n'y a aucun Ukrainien qui veut aller en Pologne et être formé pour ensuite aller sur le front et mourir. Voilà, parce que là, le coup d'aller dans la Légion ukrainienne, c'est sur la base uniquement du volontariat. C'est pas une obligation. Et comme c'est pas une obligation, bah il n'y a plus personne. Voilà. Donc ça décrédibilise complètement la Pologne. Tout ça montre les mensonges permanents de l'Occident, quelle que soit l'entité, la France, l'Angleterre, les États-Unis, l'Ukraine, la Pologne, etc. C'est des mensonges permanents.
permanent, systématique. Alors moi, me concernant, j'ai tendance à croire maintenant tout ce que disent les Russes, puisque à chaque fois ça s'est révélé vrai, à peu de choses près évidemment. Il y a toujours des détails qui sont faux, parce qu'il y a quand même une propagande russe. Bien évidemment qu'il y a une propagande russe, bien sûr qu'ils exagèrent certaines choses. Mais voilà, c'est à la marge, ces exagérations sont à la marge dans les grandes lignes. Tout ce qui est dit de manière officielle, c'est-à-dire par le ministère de la Défense russe, ou par Vladimir Poutine, ou par Sergei Shoigu, ou par Belouzov, c'est toujours vrai dans le temps. Le temps a prouvé que c'était toujours vrai et que l'Occident mentait systématiquement. Alors maintenant, ça change. Mais là, on parle de la Pologne. La Pologne, c'est des fous de guerre, des pro-ukrainiens jusqu'à la folie, la Pologne. C'est comme la Lituanie, si vous voulez, ou la Lettonie. Hein, il n'y a plus aucun raisonnement avec eux. Eux, c'est des bellicistes à fond. Ils détestent la Russie jusque dans leurs os. Donc eux, on les compte même pas, ils sont hors concours. Mais vous voyez, tout ça décrédibilise par extension l'Occident. Encore une fois. Donc là, on va voir un article de Simplicus the Thinker, une de mes sources qui, je le rappelle, est un analyste américain. Il dit une nouvelle confirmation de l'ampleur des pertes subies par l'Ukraine suite à l'attaque contre l'Institut de Poltava. Donc c'est l'Institut de communication de Poltava qui a été frappé la semaine dernière par 2 Iskander-M. Donc l'attaque contre l'Institut il y a une semaine vient d'être faite. La frappe sur Poltava a détruit l'élite volante de l'Ukraine, c'est-à-dire l'élite de l'armée de l'air de l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le commandant de l'unité de reconnaissance ukrainienne, Denis Yaroslavki. Le commandant d'une unité de reconnaissance ukrainienne affirme que la frappe a anéanti l'ensemble des cadres d'élite de l'armée de l'air ukrainienne. Très grave donc. Alors il parle en ukrainien sous-titré anglais. Je vais vous traduire vite fait. Donc la destruction du centre de communication militaire a causé la mort de cadets, de pilotes cadets et de l'élite de l'armée. Курсанти-пілоти, це еліта армії. За наявною в мене інформацією, було зібрано під час цих... Selon les informations que j'ai pu avoir, il y a plus de 700 personnes qui ont été tuées lors de cette réunion dans cet institut de communication. Понад 700 людей. Plus de У мене 700 навіть немає personnes. слів, як описати безглуздість такого Je n'ai pas de mots pour décrire cet acte insensible. вчинку. Ми на лінії бойового зіткнення не збираємося більше відділень. Normalement, nous nous rassemblons pas au-delà d'une unité dans une localité. Alors vous vous souvenez, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. Je vous avais dit la semaine dernière, quant au centre de communication de Poltava, que ça avait fait un scandale en Ukraine. Vous vous souvenez? La semaine dernière, je vous ai dit, c'est un scandale et c'est paru dans la presse ukrainienne parce que normalement, ils ne doivent pas se rassembler dans un seul endroit autant de personnes. Et là, non seulement autant de personnes, mais en plus, ce sont des personnes d'élite de l'armée de l'air ukrainienne. Et pourtant, ils l'ont fait. Et ça, c'est un scandale en Ukraine. Rappelez-vous, je vous l'ai dit la semaine dernière. Більше роти – це вже небезпечно для знищення. Il dit plus d'une compagnie, c'est dangereux et peut mettre en danger encore plus de compagnies. Цілої роти. А 700 людей, серед яких були курсанти, там буквально... Et 700 personnes parmi des cadets, Датський состав та військові. des formateurs. Це, якщо це не буде розслідувано, якщо не буде покараний жодний керівник, який це зробив. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas d'enquête.
mais j'espère qu'il y aura une enquête pour montrer le fautif. Qui a fait cela? Я не знаю. Ну тоді у нас, починаючи з Дісни, коли загинув це Bon, bref, voilà. Lui, il dit, bon, bah, je sais pas, j'ai pas plus d'informations que cela. Mais en tous les cas, vous voyez ce commandant ukrainien qui donne des informations de première main, confirme tout ce que disaient les témoins que je vous avais montrés la semaine dernière. Les témoins ukrainiens qui étaient sur place, je dis bien sur place lors de l'explosion, dont une infirmière ukrainienne, eh bien, et un blogueur ukrainien qui était sur place, eh bien, vous voyez, tout se confirme. Et c'est confirmé la semaine dernière, moi j'appelle ça le blogueur, le témoin ukrainien qui a fait un tweet et qui s'est pris en vidéo, a dit qu'il y avait à peu près 700 tués. Et là, ce commandant ukrainien dit plus de 700 tués. Et on ne compte pas tous les blessés. Donc vous voyez à quel point tout concorde, hein, parfaitement. Et ce sont des sources ukrainiennes. Donc c'était extrêmement intéressant à souligner, puisque dans la presse internationale, on parlait de 51 morts. Hein, alors ça vient de Zelensky. Ça venait de... la source était Zelensky. Il disait 51 morts. 51 morts. Et vous voyez, là, c'est plus de 700. Exactement comme je vous l'avais montré la semaine dernière. Alors voici la carte militaire. On va commencer par ce qui est extérieur au front. Il y a eu 144 drones qui ont été envoyés par l'Ukraine sur la Russie, dont 20 qui ont atteint la région de Moscou. Sur les 20, un seul a pu faire des dégâts, donc ça ressemble à des mini-avions, parce que évidemment la distance est tellement grande, donc ça ressemble à des des tout petits avions avec une faible charge explosive, mais tout de même là, dans la ville de Ramskoye, une façade d'un immeuble résidentiel a été frappée et cela a causé la mort d'une femme. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Donc c'est ici, à Ramenskoye, une façade d'immeuble qui a été touchée. Un mort, une femme. Voilà, sur les 144 qui ont été envoyés à Russie, c'est tout ce que j'ai pu avoir en ce qui concerne une frappe avec succès, entre guillemets, ukrainienne. À noter que la plupart des 144 drones envoyés sont sur des cibles civiles. Évidemment, il y en a eu sur des dépôts de munitions, des dépôts pétroliers, mais à ma connaissance, ils ont quasiment tous été détruits quand ils sont arrivés en Russie, parce que les autres allaient beaucoup moins loin. Et évidemment, les dépôts de munitions et de pétrole sont maintenant très bien gardés par les Russes. Mais il se peut que des choses m'aient échappé. Je ne vais pas lire tous les rapports russes concernant les 144 drones. Donc il se peut qu'il y a eu des petits succès sur des dépôts de munitions ou d'essence, mais je ne les ai pas vus. Et ce n'est sorti nulle part. À ma connaissance, encore une fois, hein, je ne suis pas omniscient non plus, surtout quand il y a autant de drones de toucher, mais apparemment aucun dégât à part celui que je viens de vous décrire. Concernant la mer Noire, il y a eu une attaque de 14 bateaux, petits bateaux d'attaque léger américains. Là, vous pouvez voir une image des bateaux américains d'assaut léger qui ont été envoyés pour capturer la plateforme pétrolière russe Crimée 2, remplie de soldats d'élite pour essayer de capturer une plateforme pétrolière russe qui est ici, qui s'appelle Crimée 2. Et cela a échoué de manière catastrophique, puisque sur les 14 bateaux américains d'attaque léger ou d'assaut léger, au moins 9 ont été détruits. Et d'après les Russes, cela a fait au moins 80 morts concernant cette attaque. Alors concernant les autres bateaux, on ne sait pas.
Ont-ils fui ou autre? Je ne sais pas. J'ai pas plus d'informations que ça, mais ça a été une catastrophe. Voilà, comme d'habitude, hein, toutes les opérations amphibies en mer Noire ou ici sur le Dniepr ont tous été en vain. Tous. Depuis 2 ans, ça a toujours été en vain. Et ils continuent, hein, ils continuent toujours. Ils comprennent pas que c'est la zone la plus protégée de tout le front, la Crimée, tout, en plus la côte ouest, la zone la plus protégée. Bon, ils continuent toujours, ça fait toujours autant de morts. Bien entendu, pour faire ce genre d'assaut, c'est obligatoirement des soldats d'élite, et je ne serais pas surpris qu'il y ait des soldats américains, britanniques, principalement. Mais bon, cela ne reste que mon avis. Continuons. Alors, sur le front sud, ici, c'est pas passé grand-chose. Apparemment, les Russes auraient un peu avancé ici en prenant des îlots, mais j'ai pas d'autres informations que ça. Là où ça commence à être intéressant, bah, bien évidemment, c'est dans l'oblast de Donetsk. Et là, sur Ougledar, il y a eu des avancées russes. Souvenez-vous, la 72e brigade mécanisée est partie d'Ougledar, donc une brigade d'élite pour aller renforcer le front de Pakrovsk. Et les Russes en ont profité. Et là, vous pouvez voir qu'ils ont eu une grosse avancée. Donc, ils ont complètement pris Voïdianier. Et là, ils ont fait une avancée. Ils ont pris la mine de charbon qui était ici. Il y a une autre mine de charbon qui sont en train de finir de prendre ici. Ça, c'est des choses très importantes, qui étaient très importantes pour les Ukrainiens, ces mines de charbon. Maintenant, c'est aux mains des Russes. Bien évidemment, vous avez vu les flèches. Le but des Russes est très clair, c'est de prendre Ougledar en tenaille, la dernière forteresse digne de ce nom sur le front ukrainien. Donc, très très important, quand Ougledar tombera, ça fera un choc médiatique absolument terrible. Et surtout côté ukrainien d'ailleurs, parce que c'est un énorme symbole Ougledar pour les Ukrainiens. Donc là, les Russes ont non seulement pris depuis un moment la totalité de Kostiatynivka, mais aussi sa banlieue ouest, et ils ont fait un saillant vers Katerinovka. Vous voyez qu'ils avancent. Bon, bah, bien évidemment, la ville va être prise, et comme je vous l'avais dit déjà depuis quelques mois, je vous avais déjà dit à chaque point sur l'Ukraine qu'ils allaient prendre bien évidemment le chapelet de petites villes qui sont là afin de couper tout l'approvisionnement à Ougledar, et ils vont remonter, soit ils vont s'arrêter ici à la route principale pour remonter sur Koulakovier, parce que Koulakovier, je l'ai entouré de rouge depuis déjà quelques mois, parce que c'est avec au nord d'Ougledar, c'est la ville la plus importante qu'ils doivent prendre, les Russes, puisque Koulakovier, c'est l'endroit, le seul endroit qui permet aux Ukrainiens de bombarder Donetsk. Uniquement, évidemment, des civils. Hein. C'est que des cibles civiles. Et ce, depuis maintenant 9 ans. Voilà, depuis 9 ans, Donetsk est bombardé. Il n'y a absolument rien de militaire dans Donetsk. Même jusqu'à Saman, il n'y a rien de militaire dans Donetsk. Par contre, il y a énormément de bases militaires autour de Donetsk, bien russes, mais ce n'est pas ça qui bombarde. Non, c'est le centre-ville de Donetsk ou les alentours dans la ville de Donetsk pour tuer un maximum de civils. Ça fait 9 ans que ça dure, mais bon, les médias n'en parlent pas. Je ne comprends pas pourquoi. Bref, voilà, donc avancée ici et ici très importante, mais attendez, ce n'est rien. Il y a eu une avancée russe absolument énorme ici, directement à l'ouest de Donetsk, vous avez vu, ça c'est les lignes de la semaine dernière. Donc énorme avancée russe ici, énorme saillant qui est en train d'être fait ici. Et comme vous pouvez le voir, là, l'objectif russe, c'est évidemment de prendre Koulakovier, puisque je le répète encore, c'est de là qu'est bombardé Donetsk, et principalement, et même que, parce que bon, avant on disait principalement, maintenant,
il n'y a que des obusiers César, donc français, donc décidés par la France pour bombarder Donetsk, je tiens à le souligner. Donc là aussi, grosse avancée russe, la petite avancée russe. Donc là, vous pouvez voir que Ukrainsk est en train d'être prise. Ça, c'est une petite ville importante. C'est pour ça que dans les rapports qu'on lit sur Internet, on parle beaucoup de Ukrainsk, parce que c'était une mini-forteresse avec beaucoup de dépôts de munitions. Donc ça, c'est un point très important. Et vous voyez que ça résiste, hein. Ça résiste, hein. Et il n'y a pas de secret, hein. Voilà, c'est une sorte de mini-forteresse Ukrainsk. Donc parmi les connaisseurs et dans les rapports, beaucoup parlent d'Ukrainsk. Donc là, il y a eu, dans la région de Pakrovsk, il y a eu une avancée russe notable. Donc vous pouvez voir vers, alors là je n'arrive pas à lire, voilà, vers Lissivka. Donc évidemment Lissivka va tomber, et là on peut voir qu'ils ont décidé de prendre Pakrovsk, donc ce sera apparemment vers le sud. C'est pour ça que j'ai fait une flèche comme ça. Comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, ils ont arrêté le saillant vers Pakrovsk, non pas parce qu'il y a des soldats ukrainiens qui les bloquent ici, hein, même s'il y a toujours évidemment pas mal de soldats ukrainiens à Pakrovsk, hein, c'est pas ça, mais comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, c'est qu'on ne pousse pas un saillant jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça fasse une pointe d'aiguille. Parce que plus le saillant est long, plus il est vulnérable. Donc on ne fait jamais ça. Donc on enfonce un coin, et ensuite on s'arrête et on renforce. On renforce le saillant afin, normalement, bon apparemment là c'est pas le cas, mais normalement ensuite de faire une tenaille comme ça et comme ça. C'est comme ça qu'on fait concernant la stratégie militaire. Hein, on n'avance pas à l'infini comme ça. Plus vous avancez, plus vous êtes vulnérable. Donc voilà, apparemment là les Russes ont des difficultés ici, et je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas grand monde concernant les forces ukrainiennes ici. Les forces ukrainiennes se sont terrées à Pakrovsk, bien évidemment, pour renforcer au maximum Pakrovsk. Je n'ai pas compris pourquoi là il y a un arrêt. Bon, bah, peut-être pour des raisons logistiques, des raisons internes à l'armée russe. Là, ici, il y a eu une avancée russe, bon, qui est notable, mais pas extraordinaire. Là, la ville va être prise ici, donc vous pouvez voir que c'est au-dessus de la ville de New York, qui était une ville importante, pas très importante, mais importante pour tout ce qui est logistique concernant l'Ukraine. Donc évidemment, ça a été pris il y a un moment, et là, ils vont vers le nord, et ils commencent à avancer. Voilà, Nierlivka, pardon, va être prise, bien sûr. Là, il y a eu une avancée vers Toretsk absolument importante. Alors pourquoi je dis importante? Parce que là, on est en zone urbaine. Donc une avancée comme ça en zone urbaine, c'est une avancée notable. C'est pour ça que j'ai mis une épingle. Les épingles rouges, ce sont les avancées russes. Bien évidemment, Toretsk va être prise. Et ça, c'est une ville très importante, puisque c'est pas qu'elle ait été fortifiée énormément, mais c'est une sorte de ville logistique. C'est un peu un mini Pakrovsk, si vous voulez. Vous voyez la route principale, et ça permettait d'alimenter toute cette zone-là, Toretsk, très très important pour cette zone-là, hein. C'est une sorte de mini Pakrovsk. Donc important pour l'Ukraine. Sur Tchassivyar, là étonnamment les Russes n'avancent pas vraiment. Alors pourquoi ils n'avancent pas vraiment ici sur la zone de Tchassivyar en zone urbaine? C'est parce que Tchassivyar avec Pakrovsk, comme je ne cesse de vous le répéter depuis des mois, ce sont les deux endroits les plus importants d'Ukraine concernant le front. Donc là, il y a énormément de soldats qui ont été envoyés. Je vous rappelle que l'Ukraine a fait sens inverse. Des troupes qui étaient envoyées sur Kursk, eh bien, ont été détachées de Kursk
pour aider Tchassiviar et Paklovsk. Donc là, sens inverse des troupes. Donc alors ça fait double défaut concernant l'Ukraine, puisque les troupes qui ont été envoyées à Kursk, bah, le temps qu'ils voyagent vers Kursk, bah, c'est pas tout près. Donc ça a fragilisé la zone, et vous voyez que bah, les Russes en ont profité, donc ils vont prendre Tchassiviar en tenaille. Hein, ils viennent de prendre une ville assez importante. Voilà, Grigovka. Donc important, vous voyez, il y a une avancée là très notable. Et donc les Russes profitent de ces mouvements de troupes. Donc c'est pareil, quand il y a des troupes arrivées, bah, évidemment, comme ils arrivent en urgence, ils n'ont pas le temps d'envoyer 2 par 2 pour être le plus furtif possible, ils envoient tout comme ça. Donc encore une fois, je ne cesse de vous le répéter depuis plusieurs semaines, quand il y a des troupes envoyées d'urgence en renfort, bah, ils n'arrivent pas, par exemple à Tchassiviar ou Paklovsk, ils n'arrivent pas intacts. On va dire qu'ils peuvent perdre 10 à 20% des troupes une fois qu'ils arrivent sur le lieu même. Voilà, alors évidemment ce n'est que mon estimation personnelle, hein. Évidemment à prendre avec des pincettes, mais vous avez compris le concept. Des troupes comme ça, un gros régiment comme ça qui vient en renfort, n'arrive pas intact sur la zone cible, bien évidemment. Voilà. Alors Tchassiviar, comme je vous le répète depuis 2 ans à peu près, est le plus gros verrou, hein, puisque ça permet d'atteindre le Graal des Russes, c'est-à-dire Kramatorsk et Slaviansk, comme d'habitude. Sinon, pour le reste, au nord, à Krasny Liman, c'est ici le petit triangle, rien de spécial. Kupiansk, j'ai rien noté de spécial. Donc les Russes ont arrêté d'avancer sur Kupiansk. Dans le front extrême nord, donc Vovchansk, Lipsy, pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Par contre, sur la zone de Kursk, oui, des choses se sont passées. Donc j'ai entouré Souja parce que c'est la base, c'est devenu la base dans l'oblast de Kursk ukrainienne. Donc c'est ça qui est maintenant une base qui est complètement esselée et coupée de tout, puisque les Russes bombardent tellement la région ici, donc là le sud de Kursk, et la région de Soumy, vous voyez la grande ville de Soumy, c'est là que les soldats ukrainiens arrivent pour ensuite aller sur Soumy pour ensuite aller sur Kursk. Et depuis le 10 août, toute cette zone est tellement bombardée, surtout la route d'approvisionnement principale. Donc les forces ukrainiennes qui sont dans l'oblast de Kursk, ça fait déjà 2-3 semaines qu'elles sont, pour ainsi dire, complètement coupées de toute logistique. Donc là, ils sont tout seuls. Voilà. Et Souja, Souja, évidemment, va résister, hein. Ça va être le dernier bastion avant que les Russes reprennent l'oblast de Kursk. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, les Russes ont fait une énorme offensive côté ouest. Et vous voyez, là, ils ont avancé de tout ça. Donc c'est carrément énorme. Énorme. Donc ils ont enfoncé un coin. Et alors j'ai fait une flèche pour vous montrer le sens de l'offensive russe. Ils vont reprendre bien évidemment Kursk. Kursk est un fiasco absolument total, plus de 12 000 pertes ukrainiennes, 821 véhicules blindés, plus de 120 chars détruits ou mobilisés côté ukrainien. C'est un fiasco terrible et une perte de matériel pour l'OTAN absolument gigantesque, Parce que comme ils ont tout envoyé sur le Kursk, dans l'espérance d'obliger les Russes à envoyer des renforts du Donbass, renforts qui ne sont pas arrivés, puisqu'en fait les renforts sont venus de tout ce qui traînait en Russie, en conscrits, en soldats de Belgorod. Le Belgorod, évidemment, c'est le premier détachement. C'est ici que ça a d'abord été en renfort pour Kursk, hein, bien sûr. Les soldats de Kursk eux-mêmes, et puis je vous l'ai dit, de toute la Russie.
afin de ne pas dépouiller le Donbass. Énormément de conscrits étaient envoyés, énormément d'artillerie, de drones, des quantités incroyables de drones ont été envoyés sur Kursk pour attaquer les Ukrainiens, des bombes planantes, un nombre considérable, Sukhoi 25, Sukhoi 35, Sukhoi 34, énormément d'hélicoptères de combat. Bref, ils ont tout ce qu'ils pouvaient envoyer, ils l'ont envoyé, sauf prendre des soldats du Donbass afin de pouvoir continuer leur avancée dans le front est de l'Ukraine. Alors pendant que les Russes sont enfoncés là, les Ukrainiens ont essayé de faire des pénétrations ici, très précisément en enlevant les dents de dragon et en passant les zones protégées ici. Et évidemment les forces étaient tellement minuscules qu'ils se sont fait massacrer. Voilà, donc ici et ici, ils ont essayé d'enfoncer un coin pour essayer de prendre l'offensive russe par derrière. Mais cela a été vu et cela a été un fiasco, bien évidemment, parce que comme d'habitude, ils font toujours l'erreur d'envoyer trop peu de troupes. Par contre, là, ils ont envoyé trop peu de troupes, puisqu'on estime qu'au final, en tout, 15 000 hommes auraient été envoyés. Par contre, ils ont eu tout le matériel nécessaire. Ça, on ne peut pas dire que les Ukrainiens sont venus avec pas assez de matériel. Ils ont envoyé énormément de matériel. En fait, tellement de matériel que cela appauvrit considérablement le front du Donbass, qui maintenant manque de tout. On a des brigades mécanisées qui deviennent des brigades d'infanterie côté ukrainien, puisqu'ils n'ont plus de véhicules blindés, ils n'ont plus de tanks, ils n'ont plus rien. Hein. Donc tout est épuisé. Donc en fait, ça devient presque que de l'infanterie ici. Donc c'est extrêmement grave. Ils ont tout envoyé ici pour Kursk, parce qu'ils voulaient faire une percée. Alors, apparemment, ils voulaient atteindre la centrale nucléaire de Kursk. Bon, c'était leur objectif secondaire. C'était si par miracle ils arrivaient à enfoncer le front pour atteindre Kursk, tant mieux, mais leur objectif principal n'était pas la centrale nucléaire de Kursk, c'était de prendre des troupes du Donbass afin de renforcer Kursk. Ça, c'est leur objectif primaire. Et si par une chance extraordinaire ils arrivaient à prendre la centrale nucléaire de Kursk qui est ici, tant mieux. Mais ça, c'était l'objectif secondaire. Voilà. C'est tout ce que je pouvais dire sur la carte militaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce, un abonnement, c'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Et toujours, soyez curieux.